en position silencieuse, donc en mute, comme on dit, au niveau des microphones. Vous aviez la possibilité de l'activer. Je viens de remettre le mute à ce moment-là. Non pas que je ne veux pas entendre vos questions, c'est qu'avec 100 participants, ou du moins aujourd'hui, actuellement, on est rendu 77 participants, ça devient un petit peu difficile à gérer. Donc, juste pour vous remettre en contexte, Zoom est un logiciel qui permet à ce moment-là une interactivité au niveau des présentations et des participants. Certains le connaissaient déjà avant le COVID-19, d'autres en ont eu finalement entendu parler depuis le COVID-19, qu'on fait des rencontres à distance avec les autres membres et les autres professionnels qu'on a au niveau du bureau. Moi, pour l'instant, je trouve que ça va bien, mais c'est la première présentation que je fais avec autant de participants. Donc, je vous demande d'être un petit peu indulgent de ce côté-là. Vous avez la possibilité d'ajuster le plein écran ou pas. Dans la barre en bas, vous allez avoir aussi la possibilité de chat. Donc, vous pouvez à ce moment-là ouvrir la barre au niveau du chat si vous avez des commentaires ou des questions. Je vais vous demander peut-être de réserver, pas tellement au niveau des commentaires, mais plus éventuellement s'il y a des questions. Dépendamment de la fréquence des questions qu'il pourrait y avoir, je vais essayer de m'ajuster de ce côté-là. Ce n'est pas toujours évident de garder un œil sur la présentation que je vais partager avec vous et en même temps au niveau de la boîte pour ce qui est du chat, que je vais peut-être déjà agrandir un peu pour avoir un plus grand caractère de ce côté-ci. Donc, soyez pas surpris, vous voyez un petit bouton rouge qui dit aussi que j'enregistre la présentation. C'est dans un but finalement de procéder à un processus d'amélioration, mais on a fait des tests. Donc, actuellement, au niveau de la liste des personnes qui sont présentes, donc que vous soyez avec ou sans caméra, vos noms n'apparaissent pas à ce moment-là au niveau de l'enregistrement. C'est vraiment que l'écran principal ou ce que je vais être en mesure de partager avec vous au niveau de la présentation. Donc, maintenant qu'on a fait notre entrée en matière de ce côté-là, donc pour ceux qui viennent de se rajouter, je vous souhaite encore la bienvenue. J'espère que la période de confinement se fait bien chez vous, que vous êtes en mesure à ce moment-là de travailler au bureau à distance ou de chez vous avec le télétravail. Moi, je voulais parler de l'impact du COVID-19, non pas comme en termes d'éléments d'organisation chez vous, mais vraiment, là, je suis en train de vouloir partager mon écran, vraiment pour être capable de voir quel est l'impact sur nos états financiers à ce moment-là d'éléments du COVID-19. Donc, déjà, petit premier problème, j'ai le COVID. Donc là, vous devriez être en mesure à ce moment-là de voir l'écran que je partage avec vous, comme tel. Et on part avec le vif du sujet. Donc, on est malheureusement tout affecté au niveau du COVID-19, autant dans nos activités professionnelles que dans nos activités personnelles. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, c'est de dire, ben maintenant, nous, comme CPA, on continue à faire des examens et des audits d'état financier et on va être en mesure de voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a un impact entre le COVID-19 et la présentation de l'information financière? Si oui, pourquoi? En vertu de quelles normes qu'on doit être en mesure de faire certains éléments de présentation? Ultimement, comment documenter tout ça, qu'on soit dans un dossier d'examen ou dans un dossier d'audit. Et éventuellement, est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur le rapport de l'auditeur indépendant ou du professionnel en exercice? Donc, juste un petit historique, juste pour comprendre que c'est quelque chose qui est très récent quand on parle à ce moment-là au niveau du COVID-19. Donc, on peut parler effectivement d'un premier cas détecté, on remonte au 17 novembre 2019, mais ça va aller au 28 février avant qu'on ait un premier cas à ce moment-là au niveau du Québec. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré à ce moment-là, je vous dirais, le COVID-19 comme étant une pandémie au niveau mondial. Le 14 mars, on a eu à ce moment-là l'état d'urgence qui a été indiqué ou signé à ce moment-là, déclaré plutôt au niveau du Québec. Et c'est le 23 mars pour lequel, à ce moment-là, on a l'économie qui a été mise en pause. Aujourd'hui, on est le 15 avril, donc ça fait un mois qu'on est dans l'état d'urgence. Ça fait 3 semaines qu'on parle à ce moment-là d'entreprises qui sont fermées, d'activités économiques qui sont fermées, sauf pour ce qui sont considérés comme étant les services essentiels. Bon. Maintenant, c'est de dire très bien, c'est la situation que tout le monde vit actuellement au niveau du COVID-19. On continue l'ordre, on a reçu des informations de l'ordre en disant que les cabinets de CPA ont fait partie des services essentiels, principalement la comptabilité, les services de paye, la production des rapports, même si on a un délai au niveau des paiements pour les taxes et ainsi de suite. Donc, le fait que l'activité économique soit en pause au Québec amène un ralentissement, mais amène aussi des pertes financières
considérable à l'intérieur de certaines entreprises, où certaines entreprises pourraient rester ouvertes parce qu'elles font partie des services essentiels, mais ont des difficultés majeures d'approvisionnement. Ça amène des problèmes de liquidité au niveau finalement des entreprises. Donc, c'est ce qu'on vit. Et on sait qu'il va y avoir une reprise des activités économiques. On parle actuellement du 4 mai, mais on sait aussi que c'est une reprise qui va se faire de façon graduelle, dépendamment des villes, des secteurs, des types d'entreprises. Donc là-dessus, je n'ai pas de boule de cristal. L'avenir nous dira bien d'ici les premières semaines de mai comment va s'effectuer cette reprise. Maintenant, au niveau état financier, l'objectif de l'état financier, c'est de produire et de communiquer à ce moment-là de l'information financière. Information financière qui, n'oubliez pas, qui est une image, une photo d'une entreprise ou de ce qui s'est passé pendant un exercice financier à une date donnée. Donc, moi, je vais partir de l'exemple qu'on sort des états financiers pour un 31 décembre 2019. On est rendu le 15 avril. Après cette rencontre-là, cet après-midi, la direction approuvera les états financiers. Et là, la question, c'est, oups, qu'est-ce qui va se produire dans ces états financiers? Parce que dans nos états financiers, on est dans un contexte de données ou d'informations financières historiques en date du 31 décembre, mais tout ce qui se produit entre le 31 décembre, on peut réduire. OK, parfait. Excusez, c'est parce qu'il y avait un élément. Donc, tout ce qui pourrait se produire entre le 31 décembre et aujourd'hui, le 15 avril, la date d'approbation des états financiers, c'est ce qu'on appelle les événements postérieurs à la date du bilan, ont une incidence dans nos états financiers. On va avoir une incidence, on verra tantôt comment au niveau des normes comptables, et c'est cette incidence-là, tant dans la documentation que dans nos états financiers, que je vais vouloir à ce moment-là qu'on soit capable de voir l'impact et de voir des exemples de notes. Donc, juste petite parenthèse, comme je vous mentionnais tantôt, parce que là, le nombre augmente, on a encore des nouveaux participants qui viennent de se joindre à nous. Et là, il y avait certaines inquiétudes. Donc, oui, je suis en train d'enregistrer la présentation. Non, à ce moment-là, vos noms et si la vidéo est ouverte, votre image n'apparaîtra pas, tout reste confidentiel. Côté statistique aussi, pour ceux qui ont complété, à ce moment-là, peut-être mettre le nom au complet que vous avez au niveau de l'inscription pour qu'on puisse savoir qui était présent, pas présent, éventuellement s'il y avait des demandes pour certaines attestations. Fin de la parenthèse. Maintenant, on y va au niveau des normes comptables. Donc, les questionnaires paradigmes, on couvre les normes comptables pour les entreprises de capital fermé et on couvre aussi les normes comptables au niveau des USBL. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, ou du moins dans la prochaine heure, vise essentiellement les ECF et USBL en termes d'éléments de présentation. On a le chapitre 38-20 sur les événements postérieurs à la date du bilan qui s'applique à ce moment-là autant pour les entreprises de capital fermé et au niveau des USBL. Donc, finalement, ce que le manuel me dit, c'est que la direction, qui est la direction, elle est responsable de produire les états financiers, doit s'interroger sur les événements significatifs qui se produisent entre la date de fin d'exercice et la date de publication des états financiers. Ce qui va se passer durant cette période-là, il peut y avoir deux catégories d'événements. C'est ce qu'on présente un peu en deuxième ligne sur le transparent. Je veux juste m'assurer à ce moment-là que j'ai bien gelé à ce moment-là la puce pour que vous puissiez voir à ce moment-là ma souris au niveau du transparent. Donc, on a deux catégories. On a des événements qui vont arriver durant cette période-là, mais qui va avoir une incidence sur les éléments qui sont comptabilisés à l'intérieur du bilan. On pense principalement à des estimations comptables. Donc là, vous comprendrez que si au mois de février, j'ai un de mes clients se mettre sous la loi de la protection de la faillite, dans mes états financiers, si j'ai un compte à recevoir qui n'était pas déjà provisionné dans les états financiers, on devrait reconsidérer notre capacité d'être capable d'encaisser ces sommes d'argent-là et voir justement à cette provision. La même chose au niveau des stocks qui peuvent arriver, des revues de financement. On va revenir tantôt sur on a des exigences au niveau des instruments financiers, au niveau des ratios pendant cette période-là. Le deuxième point, c'est ceux qui indiquent une situation qui a pris naissance après la date, mais qui n'a pas nécessairement d'incidence sur les actifs ou les passifs qu'on a au niveau des états financiers, mais qui vont avoir des répercussions telles sur le plan financier, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, qu'il va falloir mentionner ces événements-là qui se sont produits avant la date de publication par voie de note dans nos états financiers. Donc, c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'on va être touché au niveau du COVID-19, mais on pourrait aussi être touché par le premier point, puis on va revenir tantôt avec des exemples.
Il peut arriver des événements, et là, je vais vous comprendre, je vais faire une distinction. J'ai des événements qui arrivent après la fin de l'année pour lesquels on les a rentrés dans nos deux premières catégories, mais on peut aussi avoir des événements qui vont survenir entre la date de fin d'exercice et la date de publication des états financiers qui pourraient avoir des répercussions telles qui vont remettre en question la viabilité de l'entreprise. Et là, on va parler tantôt de continuité d'exploitation. Et j'insiste vraiment pour y aller en deux temps, parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise, il y a un problème de COVID-19, l'entreprise est fermée, et là, on va remettre immédiatement la continuité d'exploitation en cause, puis là, on va dire, on va mettre une note de continuité d'exploitation au niveau des états financiers. Donc là, on va vraiment prendre le temps de respirer, on va rester zen là-dessus, et on va y aller par étapes. La première étape, ce sera vraiment d'évaluer puis de considérer qu'est-ce qui s'est passé entre le 31 décembre et aujourd'hui, le 15 avril. Et maintenant, est-ce que ça va avoir forcément des conséquences au niveau de nos états financiers, soit pour la première catégorie pour laquelle on devra réévaluer certains actifs ou changer la présentation de certaines dettes dans les états financiers, ou selon la deuxième situation, mettre en place à ce moment-là ou insérer, la direction insérer une nouvelle note à l'intérieur des états financiers. En termes d'exemple de situation, je vous parlais tantôt de provision de mauvaises créances, dépréciation de stock. Donc, ce sont tous des événements qui pourraient survenir après mon 31 décembre, mais pour lesquels on devrait venir réviser à ce moment-là les chiffres ou la constatation de certains chiffres ou de certaines valeurs dans les états financiers. À droite, on parle de situations survenues après, mais qui n'ont pas un impact direct. Donc, ça peut être effectivement, comme on vit actuellement, la fermeture complète ou partielle de l'entreprise, des coûts supplémentaires au niveau de la main-d'œuvre, des difficultés d'approvisionnement. Et là, je vais arriver sur les deux derniers points, qui est l'incapacité d'effectuer des versements au niveau des créanciers ou le non-respect de ratios financiers. Donc, moi, j'ai d'une part le chapitre 38-20 sur les événements postérieurs à la date du bilan et je vais me permettre une parenthèse. On a aussi le chapitre 38-56 sur les instruments financiers. Donc, juste vous rappeler qu'au niveau des instruments financiers, vous avez à ce moment-là, on doit s'assurer qu'on a des clauses restrictives et que les clauses restrictives sont respectées. Et si la société est en défaut, on doit venir mentionner que la société a été en défaut au cours de l'exercice par voie de note. Et on sait très bien que ce défaut-là fait que certains prêts deviennent à ce moment-là à demande. Qui dit prêt à demande parle de reclassification à court terme, obtention peut-être d'un document de renonciation écrit de la part de la direction. Mais le chapitre 38-56 va plus loin que ça. Il parle aussi si la société est en défaut entre la date de fin d'exercice et la date de publication de mes états financiers. Et peut-être effectivement, la situation du COVID-19 a fait que mes liquidités ont été telles que le 1er mars ou le 1er avril, peut-être plus le 1er avril, je n'ai pas été en mesure de faire le versement. Est-ce que j'ai obtenu une dispense de l'institution financière qui fait que dans tel cas, je ne serai pas en défaut en vertu du chapitre 38-56? Est-ce que je n'ai pas été en mesure d'obtenir ma dispense, mais sachant que je n'avais pas les liquidités, j'ai moi-même pris la décision de ne pas effectuer le versement? Dans tel cas, en vertu de 38-56, je suis en défaut et le prêt devient à demande. Souvenez-vous que 38-56 ne veut pas traiter comment le créancier va prendre en considération est-ce qu'il va rappeler ou pas le prêt. On veut juste savoir s'il est en défaut et vous comprenez que si le défaut vise une dette à long terme, ça pourrait vous amener à reclassifier à ce moment-là ou à effectuer une demande pour avoir un document de renonciation. Donc, je voulais juste faire aussi le point entre les événements qu'on va présenter par voie de note et je vais fermer la parenthèse là-dessus avec le chapitre 38-56 au niveau des considérations de défaut ou de non-respect qui pourraient arriver à ce moment-là au niveau de la présentation. Avant de dire qu'on va ajuster les états financiers, j'aimerais juste revenir avec vous sur, je vous dirais, quelques exemples. Il y a des entreprises qui sont ouvertes, qui continuent à fonctionner. Je pense dans le domaine de la restauration. Encore là, ce n'est pas tous les restaurants qui sont ouverts. On sait tout ce qui est salle à manger présentement est fermé. On a de la restauration qui offre la salle à manger, mais qui n'offre pas de service, je vous dirais, ce qu'on dit en bon français, de take-out, la possibilité d'aller chercher sur place le repas, ou n'offre pas de service de livraison. Donc là, on a une fermeture complète au niveau de la restauration. Donc là, on sait qu'on a des pertes importantes, significatives au niveau du chiffre d'affaires. Encore là, est-ce que le mois de mars ou le mois d'avril était vraiment une période de pointe dans ce secteur-là? Donc, si on est situé dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal, moi, mes activités touristiques n'ont pas repris. Déjà, plusieurs restaurants sont déjà fermés au mois d'avril puis attendent la mi-mai avant de réouvrir. Donc, je veux que vous compreniez que même si officiellement je suis fermé par des mesures
au niveau du gouvernement ou de la santé publique. Dans les faits, si moi j'étais déjà fermé ou je ne subis pas de perte, je n'ai pas à commencer ici à m'inquiéter sur l'impact significatif. Par contre, quand est-ce que va se faire la reprise? Est-ce que la reprise va se faire au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août? Si la reprise se reprend juste au mois d'août, ben moi, comme secteur touristique, c'est mes revenus, donc je ne pourrais pas me reprendre à ce moment-là à l'automne. Donc, il faut vraiment y aller cas par cas. On a plusieurs restaurants, on pense style Saint-Hubert ou Pizzeria, qui offrent tellement des services de take-out ou de livraison pour lesquels ils subissent une perte, mais pas aussi importante. On a des services traiteurs qui, pour l'instant, c'est exactement le contraire. Eux sont dans une période où ils sont obligés de refuser des commandes parce que finalement, soit qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement ou sont limités dans la capacité de produire au niveau des repas. Donc, il faut vraiment y aller secteur par secteur. Si le beau temps arrive, je vois qu'il fait soleil dehors et que là, vous pensez à ce moment-là à dire, ben, cet été, c'est peut-être le bon temps d'acheter une piscine. Je ne pense pas que les activités au mois de mars, avril soient si élevées dans un club piscine ou dans d'autres, finalement, magasins qui font de la vente. Peut-être qu'eux autres ont des commandes qui ont été passées à l'automne. Donc, quelle est la capacité pour eux de respecter ces contrats-là, d'en savoir pour l'installation de la piscine qui était prévue au mois de mai, que ce soit une piscine creusée ou une piscine hors terre? Est-ce qu'au niveau de la construction, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres priorités qui vont passer avant dans le domaine de la construction pour désengorger tout ce qui est construction résidentielle, pour éviter les problèmes au niveau des loyers? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments pour lesquels il y a des inconnus, on ne connaît pas les réponses, mais c'est secteur par secteur. J'ai remarqué qu'en fin de semaine, pour ceux qui sont gourmands comme moi, Choco Favori était ouvert à ce moment-là, mais encore là, on rentrait un par un à l'intérieur. Dans les centres commerciaux, les magasins sont fermés. Donc, si je vais aller à un centre du rasoir, quand est-ce que les activités, quand est-ce que le centre commercial va réouvrir, on n'en a pas la moindre idée. Donc, ce que je vais éviter, c'est qu'on prenne une documentation, qu'on va faire un copier-coller ou qu'on va prendre une note pour laquelle on va faire un copier-coller qu'on va mettre dans l'ensemble de nos états financiers. Ce qui est important, c'est d'évaluer situation par situation, prendre le temps de discuter avec la direction et maintenant de voir au besoin, est-ce que, on doit venir selon le premier point, ajuster les états financiers. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, est-ce que je dois reclasser une dette dans le court terme? Est-ce que je dois mentionner qu'on est en défaut? Est-ce que finalement, certains créanciers se sont déjà mis, finalement, n'auront pas la capacité ou m'ont déjà informé qu'ils n'auront pas les moyens de me payer parce que finalement, ils sont fermés et ils se mettent sous la loi de la protection de la faillite. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir que ça soit reconsidéré. Et maintenant, pour ce qui est de mon chiffre d'affaires, pour ce qui est de l'avenir, cette boule de cristal qu'on n'a pas, en soi, à ce moment-là, je veux dire, il va falloir le mentionner par voie de note. Et ce que le manuel me demande, c'est ça va être finalement en termes d'informations qu'on va venir divulguer, ça va être de faire une description de la nature de l'événement. Dans ce cas-ci, tout tourne alentour du COVID-19. Quelle est son incidence financière? Donc, est-ce que je suis déjà capable de mesurer les pertes que l'entreprise a subies pendant le mois d'avril? Est-ce qu'on est capable de quantifier le processus au niveau de l'approvisionnement ou des coûts supplémentaires? Puis le manuel me dit, si vous n'êtes pas capable de quantifier, il va falloir faire une déclaration, donc c'est dans la note, comme quoi la direction est dans l'impossibilité de mesurer quel sera l'impact des fermetures ou des reprises sur son chiffre d'affaires. Mais si on conclut avec la direction qu'il y a un point, qu'il y a un élément significatif, il va falloir divulguer ce point-là avec une note au niveau des états financiers. Je me suis permis de mettre ici un modèle de notes, mais encore là, ce n'est pas exhaustif. Chaque situation devrait être adaptée, ajustée. Vous avez reçu la semaine passée aussi un lien avec, ou la fin de l'autre semaine, un article qui a été publié par CPA Canada, ou plutôt CPA Québec, qui donnait aussi des exemples de notes. Vous allez avoir le lien à la fin de la présentation, d'autres exemples de notes. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment une note qui s'appelle « Événement postérieur à la date du bilan ». Le gouvernement du Québec a décrété la fermeture des entreprises non essentielles pour combattre la propagation du COVID-19. La période de reprise des activités est planifiée à partir du 4 mai 2020. Donc, ça, voyez-vous, c'est en fonction des informations qu'on a aujourd'hui, mais ça pourrait changer demain ou la semaine prochaine. Cette reprise s'effectuera de manière graduelle et selon les directives à venir du gouvernement du Québec. En date de publication des états financiers, la direction n'est pas en mesure de déterminer quand les activités de l'entreprise redémarreront et quel sera l'impact sur son chiffre d'affaires ou sa capacité d'approvisionnement pour les prochains exercices ou pour le prochain exercice.
Donc, ici, c'est un modèle de notes qui est plus général, mais comme je vous mentionnais, je ne veux pas que demain matin, dans tous les états financiers qui vont passer sur vos bureaux, que vous prenez un copier-coller, que vous mettez ça dans tous les états financiers. Comme je vous mentionnais, il y a des entreprises pour lesquelles elles ne sont pas affectées ou pour l'instant sont déjà en dormance, ne serait-ce que par leur activité cyclique. Maintenant qu'on a regardé à ce moment-là, je voudrais le volet plus comptable au niveau des événements postérieurs à la date du bilan. Le deuxième point que je vais être en mesure de regarder avec vous, c'est maintenant au niveau de la documentation. La documentation qu'on va effectuer à l'intérieur de notre dossier d'examen ou de notre dossier d'audit. Donc, pour vous remettre un petit peu en contexte dans cette période où on est plus concentré au niveau des impôts, on a, pour ce qui est des normes d'audit, 37 chapitres dans le manuel, sans compter la NCCQ1 qui s'applique aussi aux examens. 37 chapitres qui nous donnent des directives et des objectifs selon différents sujets, dont la NCA 560 qui donne des directives d'obtention d'informations probantes suffisantes et adéquates dans un contexte d'événements postérieur à la date du bilan. Maintenant, pour ce qui est de l'examen, on a un chapitre, le 2400, pour lequel on va retrouver des paragraphes qui vont nous parler justement d'événements qui surviennent après la date de fin d'exercice et avant la date de publication, des événements postérieurs à la date du bilan. Et dans les deux cas, on va aussi plus loin sur la constatation d'autres problèmes après la publication des états financiers. Mais là, on n'en est pas là. On est sur le point de sortir nos états financiers. J'ai mis ici sur deux colonnes l'audit et l'examen. Juste revenir aussi sur certains concepts. Au niveau de la certification, on a deux types de rapports. Donc là, vous comprenez, ce que je vise ici, c'est l'audit, l'examen. Quand je vous parlais aussi des normes comptables, je faisais référence à ce qu'on applique les normes comptables ECF ou SBL. Donc, comprenez que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui ne s'applique pas avec la même rigueur quand je tombe au niveau de la compilation, au niveau des états financiers, pour lesquels on n'émet aucun niveau de confiance. Moi, dans l'audit, j'ai un niveau de confiance qui est élevé. Dans une ancienne vie, on parlait de 95 du niveau de confiance de l'information financière. Pour y arriver, l'auditeur indépendant devra obtenir de l'information probante suffisante et adéquate pour être capable finalement de signer son rapport. Donc là, on se posera la question, quelle est cette information probante suffisante et adéquate dans un contexte d'audit? Dans un contexte d'examen, on a un niveau faible de fiabilité de l'information financière. On parle de 50-55 de niveau de fiabilité. Et ma norme de travail consiste à des procédés analytiques, moins dans un contexte de COVID-19, mais surtout de demande d'information. Donc, c'est là qu'on va vouloir faire la distinction entre les demandes d'information qu'on a dans un contexte d'examen et, je vous dirais, des procédés d'audit qu'on va arriver à ce moment-là en termes finalement de mandat d'audit, mais vous allez voir que quand même, vous aurez entre les liens une certaine cohérence qui rentre à l'intérieur. Donc, quand on arrive dans la NCA 560, on parle finalement d'écrire une compréhension. Donc, on veut savoir comment la direction va être en mesure de détecter les événements qui surviennent postérieurs à la date du bilan et comment ils vont s'assurer que cette information-là va être présentée dans les états financiers. On a déjà dans les questionnaires paradigmes une multitude de questionnaires avec une multitude de documentation sur le fonctionnement de l'entreprise. On pense au questionnaire 200, pour lequel il va même y avoir une question sur la continuité d'exploitation, sur le fonctionnement général, le type d'entreprise, est-ce qu'on est cyclique, non cyclique, le niveau de financement, les normes comptables qui sont appliquées. Dans le questionnaire 210, on documente les procédés de démarcation. Quand j'arrive dans le questionnaire 220, 230, 240, on documente le contrôle interne et en audit, on fait même nos tests de cheminement pour valider à ce moment-là. Puis ultimement, vous déterminerez une stratégie mixte ou corroborative et basée sur un facteur de risque d'anomalie significative, déterminer le nombre de tests. Là, c'est tous des éléments qui vont bien au niveau des achats, au niveau des stocks, au niveau des recevables, au niveau des ventes. Mais là, ici, on parle d'événements postérieurs à la date du bilan. Donc, moi, je dois, dans un premier temps, voir au niveau de la direction comment la direction interagit avec le COVID-19 et qu'est-ce qu'ils ont fait
pendant que l'entreprise est fermée. J'imagine que les propriétaires ne sont pas assis chez eux en train de dire « j'ai 3 semaines de vacances, je vais en profiter ». Donc, est-ce qu'ils ont déjà commencé à communiquer les institutions financières? Est-ce qu'ils ont revu leur plan d'affaires? Est-ce qu'ils ont revu leur budget d'opération? Est-ce qu'ils ont déjà communiqué avec certains de leurs fournisseurs pour s'assurer qu'ils vont avoir la capacité de les approvisionner? Parce que moi, je peux être situé à Montréal, mon fournisseur peut être situé à ce moment-là à Québec, mais lui, il peut acheter des pièces qui proviennent de la Chine, de la France, de l'Italie, l'Espagne, pays qui sont fermés. La Chine repart sa production. Donc, voyez-vous, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que la direction fait et concrètement, voir ces documents-là. Donc, voir les nouveaux budgets, voir les communications avec les institutions financières. Certaines entreprises vont dire, nous, on va garder des employés, on va prendre la charge salariale, on va aller chercher de l'aide financière pour le 75 pourront ou assumeront pas la différence entre le 75 jusqu'au 100 On parle de charges additionnelles, comment c'est rentré au niveau des budgets, comment c'est financé. On a des entreprises qui ont des liquidités, qui sont financièrement solides. On en a d'autres pour lesquelles c'est moins, ils peuvent couvrir pour 1 mois, mais peut-être pas pour une période à moyen terme, pour 2 mois, 3 mois, 4 mois d'opération. Donc, moi, en audit, comme je vous dis, c'est pas lire les procès-verbaux puis voir, ils n'en ont pas discuté. C'est-à-dire, je suis en train de faire une OSBL. J'ai des OSBL qui vont être des 31 mars. J'ai des OSBL, moi, j'en ai un qui est un 31 décembre. Mais là, suite au niveau du COVID-19, l'organisme a fermé ses portes. Maintenant, c'est avez-vous communiqué avec les membres du CA? Oui. Est-ce que je peux avoir une copie des résolutions de la rencontre qu'il y a eu au niveau du CA? Qu'est-ce qui a été traité à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été décidé? Moi, j'ai besoin de voir, et vous comprenez que de la façon que c'est discuté avec ces budgets-là, moi, ça va m'aider comme CPA à déterminer à ce moment-là quel est l'impact sur les chiffres d'affaires, sur l'incertitude causée par le COVID-19. Et, bon, même si CPA Canada me dit que mon client fait les états financiers, dans les faits, c'est moi qui fais les états financiers. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme note? Qu'est-ce qu'on va discuter avec la direction sur la note, sur les événements postérieurs à la date du bilan? Donc, je ne peux pas, dans un dossier d'audit, puis moi, c'est dans mon questionnaire 520, on a déjà le questionnaire 520, je ne peux pas, dans un dossier d'audit, dire « Ah, il n'y en a pas de problème, il n'est pas fermé, aucun problème ». On se doit de documenter tout le raisonnement qui a été fait par le CPA auditeur, que la conclusion est il n'y a aucun élément significatif, donc il n'y aura pas de note, parfait, ou il y a des éléments significatifs et quelle va être la nature et la portée de la note qu'on va mettre dans les états financiers. Et comme je disais tantôt, est-ce que ces événements-là qui ont eu lieu devraient remettre en question certaines valeurs qu'on a, que ce soit sur un test de dépréciation sur des actifs incorporels, sur des écarts d'acquisition, sur des provisions pour mauvaises créances, sur des études des stocks. Donc, ce sont tous des éléments que vous allez prendre en considération. Maintenant que j'ai parlé avec ce que vous avez plus à gauche au niveau du transparent, à droite maintenant, au niveau, je vous dirais, de l'examen, l'examen, c'est des demandes d'information. Donc là, finalement, c'est de m'entretenir avec la direction puis dire très bien. Maintenant, comment vous êtes affecté au niveau des mesures de la santé publique par rapport à l'entreprise? Est-ce que vous avez arrêté ou pas les opérations? Et finalement, comment vous gérez ça? Donc, ici, c'est de voir est-ce qu'ils ont fait des budgets? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir les budgets? Jugement professionnel. En audit, pour moi, la réponse était oui. Mais chose est certaine, c'est qu'on doit procéder à des demandes d'information. Et en examen, quand on fait des demandes d'information, on doit documenter à qui on a posé les questions et quelles sont les réponses obtenues et comment on va conclure. Je vais vous revenir, ouvrir une parenthèse. Prenez nos questionnaires 210 sur la démarcation en examen. Bien, normalement, vous me décrivez la démarcation sur les débiteurs, les ventes et les encaissements. Là, vous concluez que la démarcation est adéquate. Bien, une fois qu'elle est adéquate, en examen, mon travail arrête là. Maintenant, si elle est inadéquate, là, vous allez mettre en place des procédés additionnels qui vont ressembler à des procédés d'audit, mais sans rentrer dans un audit. Donc, moi, en examen, est-ce que la direction a commencé à se pencher au niveau de la problématique? Comment elle va réévaluer le redémarrage de l'entreprise? Et suite à cette information-là, voir à court terme, c'est quoi l'impact sur les chiffres d'affaires, mon approvisionnement? Est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'on a une incertitude qui est significative? Et si oui, là, à ce moment-là, voir la note qu'on parlait tantôt, si je retourne, je vous dirais, un transparent en arrière, ou plutôt 2, qui était la rédaction de la note pour laquelle on venait présenter. Maintenant, je reviens, donc ça permet un peu de bouger sur, finalement, les exigences.
Donc, je vous mentionnais tantôt qu'on a le même questionnaire, c'est le questionnaire 520, pour les éventualités engagement, événements postérieurs à la date du bilan. On a le même numéro de questionnaire en audit et en examen, sauf qu'effectivement, on a des questions additionnelles quand je suis dans un dossier d'audit. On a les deux premiers onglets qui sont les éventualités engagement. Vous comprenez que c'est le troisième onglet, événements postérieurs à la date du bilan, qui m'intéresse. N'oubliez pas que le manuel me parle des événements entre ma date de fin d'exercice et ma date de publication des états financiers. Nous, dans le questionnaire, on a scindé en deux cette section-là. C'est-à-dire, on sait qu'on travaille par étapes. Donc, peut-être que mon dossier, j'ai terminé la documentation de mon dossier le 2 avril. Donc, on va déjà documenter du 31 décembre au 2 avril, ce qui est ma date de quasi-achèvement, autant en audit qu'en examen. Et plus haut, dans l'onglet événements postérieurs à la date du bilan, les premières questions, la première question que vous avez en haut, va se reporter automatiquement la date de votre rapport. Donc, moi, ma direction approuve mes états financiers cet après-midi, 15 avril. Et là, je vais vous dire, bien, entre le 2 avril et le 15 avril, bon, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui se sont passés, d'autres informations que vous avez obtenues? Et on va venir documenter autant les demandes d'information que les documents que vous avez regardés dans un contexte d'audit. Donc, ce qui est important, c'est qu'on doit documenter, on doit mesurer et déterminer l'importance de l'incertitude et de l'impact au niveau des états financiers. Donc, comme je vous dis, on va pouvoir peut-être tantôt conclure qu'il n'y en a pas d'impact, tant mieux, mais sinon, effectivement, il va falloir être en mesure de venir documenter dans le dossier, puis éventuellement s'assurer que la note que vous allez présenter répond à l'impact significatif qu'on est venu documenter à l'intérieur du questionnaire 520. Donc, en réalité, exemple de demande d'information, on parlait tantôt le type d'entreprise, j'avais mentionné tantôt, j'en déduis que plusieurs d'entre vous ont des maisons, je recommence, ont des enfants. Les enfants sont à la maison, d'où le mot maison. Actuellement, les écoles sont fermées, donc là, ça fait beaucoup d'activités. Donc, j'imagine que tous les CPA en profitent pour initier leurs enfants aux déclarations d'impôts, aux logiciels et en faire de futurs CPA pour la relève. Mais qu'est-ce qui va arriver cet été? Est-ce qu'on a des camps de jour? Est-ce qu'on n'a pas de camps de jour? Je pense à des organismes comme à Laval, le Cosmodome. On sait que plusieurs camps de jour ont lieu avec ou sans, sur plusieurs jours ou la journée même avec dortoir au niveau finalement du Cosmodome. Est-ce qu'ils vont être autorisés à ouvrir? Est-ce que les vérificateurs vont mettre une note dans les états financiers du Cosmodome? C'est quoi l'impact? Donc, ils ont des ententes avec la municipalité de Laval. Est-ce que les ententes qu'ils ont avec la municipalité de Laval? Donc, est-ce qu'il y a eu des communications? Est-ce qu'on est capable de voir les communications avec la ville? Donc, ça fait partie des points au niveau des demandes d'informations et documents qu'on va regarder. Puis là, bien, vous comprenez aussi que ce n'est pas juste sur mon chiffre d'affaires, mais c'est toute ma capacité d'approvisionnement. Puis je vous mentionnais tantôt sur qu'est-ce qu'on fait au niveau des employés. Est-ce qu'il y a eu des communications avec les syndicats? Est-ce qu'on peut avoir une copie des communications dans un contexte d'audit entre le syndicat et la partie patronale? Parce que là, actuellement, autant avec les employés syndiqués que non syndiqués, on essaie d'être le plus transparent possible et de communiquer davantage de ce côté-là. Et bien entendu, l'impact sur mes flux de trésorerie. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve aussi à l'intérieur des questionnaires. Donc, ici, je vais commencer peut-être par la partie droite. C'est-à-dire, il n'y en a pas de répercussions. Ce que je veux dire, c'est qu'on regarde le COVID-19, on dit il n'y aura pas d'impact significatif. Actuellement, on maintient les opérations, on continue à fonctionner. Plusieurs cabinets de CPA, l'impact ne se fera pas nécessairement sentir sur le chiffre d'affaires, mais peut-être plus sur les cédules d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir moins de semaines de 4 jours cet été parce que là, il va falloir reprendre tout le temps qu'on va avoir perdu, en guillemets, pour la production des déclarations d'impôts, puis les délais qui sont à faire. En même temps, il va se rajouter les mandats d'audit, les mandats d'examen, ECF ou SBL. Donc, s'il n'y a pas d'impact, très bien. Dans le questionnaire 520, vous allez conclure qu'il n'y a pas de répercussions importantes et il n'y aura pas de notes dans les états financiers. À droite, maintenant, si vous jugez qu'il y a une répercussion importante, là, vous devriez avoir quelque chose dans votre tête, là, un drapeau, une lumière qui allume en disant, savez-vous, tantôt on avait dit, il y a deux éléments, il pourrait y avoir des situations telles qui pourraient amener à avoir un problème de continuité d'exploitation. Donc, si je viens d'identifier qu'il y avait des répercussions importantes, je devrais maintenant commencer à me poser la question, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à avoir une incidence sur la continuité d'exploitation? Puis honnêtement,
pour moi, les situations vont être plus rares. La question devra se poser. Oui, on va avoir des notes, mais ce n'est pas chaque fois qu'il va y avoir une note sur les événements postérieurs à la date du bilan qu'il devrait y avoir automatiquement une note à ce moment-là sur la continuité d'exploitation. Donc, on traite de la continuité d'exploitation dans le chapitre 1400 pour ECF ou 1401, excusez, pour les OSBL. On parle de capacité à ce moment-là. Donc, on parle d'un doute important. Puis là, on va revenir un peu plus loin là, en sous-question, justement, sur la continuité. Mais ici, j'ai identifié qu'il y avait une répercussion à ce moment-là importante, inattendue. Donc là, on sait qu'il va falloir le mentionner par voie de note, discuter avec la direction de la nature et de la note qui va être présentée. N'oubliez pas, c'est toujours la direction qui est responsable au niveau de l'information financière. Maintenant qu'on a parlé de documentation, de dossier d'audit, d'examen, on a gardé le comptable, les éléments comptables. En sous-question, moi, je reviens maintenant sur la continuité d'exploitation. Donc, c'est vraiment dans le chapitre 1400, paragraphe 07, qui va mentionner, écoutez, moi, ça fait des années que je fais des formations, puis je reviens toujours avec les mêmes exemples. C'est comme finalement mon escabeau de 4 marches. La marche numéro 1, l'entreprise fait 600 000 de profit. Les préoccupations de la direction, c'est de payer trop d'impôts. On s'entend que je n'ai pas de problème de continuité d'exploitation. J'arrive la deuxième année, j'ai 50 000 de perte, on a perdu un client important. Est-ce que maintenant, vous avez un doute ou un doute important? Bon, il y a eu une perte. Pour moi, ça lève un drapeau. La direction s'entend à remplacer ce client-là, même s'il représente 30 du chiffre d'affaires, sont déjà dans un processus. On va avoir un doute, mais on va considérer que c'est un doute non important. Donc, on va documenter le dossier avec un doute non important, mais il n'y aura pas de note telle qu'exige le chapitre 1400 qui va traiter de la continuité. La marche numéro 3, c'est qu'on est rendu 2 ans plus tard, le client n'a pas été remplacé, on a 300 000 de perte, on a épuisé nos surplus de liquidité qu'on avait au niveau de l'entreprise, on planifie que dans 2 ou 3 mois, on va véritablement tomber en défaut de paiement au niveau de notre créancier. Donc là, vous comprenez que j'ai un doute important. C'est certain que l'avantage de faire des exemples, je fais chercher des extrêmes au niveau des exemples. Et lorsqu'on a un doute important, la direction doit mettre une note dans les états financiers qui présente qu'il y a un doute important. Quand la note est à l'intérieur des états financiers, on est conforme aux normes comptables entreprises de capital fermé ou on est conforme aux normes comptables OSBL. Ce que je veux dire, c'est que ça ne m'amène pas à avoir une réserve. On a la note. En réalité, ce serait le refus de la direction de mettre une note sur la continuité d'exploitation lorsqu'il y a un doute important qui pourrait nous amener à avoir une note ou une réserve de dérogation. Mais si j'en suis pas là, on discute avec la direction et on va être en mesure de mettre à ce moment-là la note à l'intérieur des états financiers uniquement si vous avez un doute important. Bon, là, la marche numéro 4, c'est que vous avez été engagé en même temps que le syndic de faillite. Donc là, on va parler d'état financier de liquidation. On ne parlera même plus de continuité d'exploitation. Moi, le COVID-19, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas vu de statistiques. Ça vise 95 de notre clientèle. Le 5 c'est la clientèle qui reste ouverte, la clientèle qui est dans les services essentiels, la clientèle qui, pour l'instant, va avoir des activités saisonnières au mois de juin, juillet, août, peut-être le juillet-août, et pour lesquelles on espère qu'il va y avoir une reprise. Puis là, il va y avoir une incertitude, mais l'incertitude est peut-être moins importante. Après ça, j'ai le gros, là, notre masse, pour lequel on dit qu'il va y avoir des éléments significatifs, pour lesquels on va se poser la question, la note va possiblement avoir pour un pourcentage plus bas, un autre pourcentage, je ne sais pas moi, 80-85 des états financiers, on va dire 80, qui va avoir une note d'événement passé à la date du bilan. Je ne veux pas mettre la même note partout, je veux avoir quelque chose qui est spécifique et qui va expliquer au lecteur des états financiers la mise en contexte de la société publiante au niveau de l'information financière. Ce que je veux éviter, puis je vais me permettre une petite parenthèse, peut-être que j'ai trop de cheveux gris de ce côté-là,
Peut-être pour les plus vieux, vous allez vous souvenir qu'en 99, on mettait une note dans les états financiers qu'on appelait le bug de l'an 2000, qui était un texte standard écrit par CPA Canada, qu'on mettait dans la totalité des états financiers sans jamais remettre en contexte, sans se poser de questions. Puis, comme c'était pas assez, c'était, je pense, jusqu'en juin, juillet 2000 avant qu'on retire cette note-là. Et je veux pas qu'on tombe dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on va mettre une note automatique dans 100 de la société. Maintenant, si j'ai un 80 qui a une note, de ce 80 %-là, il y a peut-être un 3 un 4 je ne sais pas, mais pour lequel on va avoir un doute important sur la continuité d'exploitation. Et là, on devra passer à l'étape suivante, c'est celle de dire qu'il va falloir mettre une note de continuité d'exploitation à l'intérieur des états financiers. Donc, c'est pour ça que j'allais de façon progressive. Donc, là, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on va ouvrir le questionnaire 500 puis qu'on va venir documenter sur la continuité d'exploitation qu'automatiquement, vous allez avoir une note de continuité. Donc, ça, pour moi, je veux vraiment y aller de façon progressive, y aller de façon par étape à l'intérieur de mes états financiers. Je regarde toujours là, au niveau du chat, là, donc ça va au niveau des questions, pas trop de questions. Donc, je continue de ce côté-là. Donc, comme je mentionne, il va y avoir de rares occasions pour lesquelles on peut peut-être se poser la question s'il y a un doute. Maintenant, j'ai mis ici une capture d'écran du questionnaire 500. Donc, vous devez comprendre que la première fois qu'on aborde la continuité d'exploitation, c'est dans le questionnaire 200. Dans le questionnaire 200, parce qu'on veut savoir si la direction a un processus d'évaluation continuelle pour lui permettre de s'assurer de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité de poursuivre ses opérations. Bon, pour la majorité de mes PME, moi, la réponse est non quand j'arrive à un niveau de cette question-là. Par contre, mes OSBL ont tout le temps des budgets d'opération à chaque année déposés au CA, dans certains cas déposés au niveau de l'AGA. Donc, ils ont ce processus-là. Et dans le questionnaire 200, on essaie de savoir s'il y a quelque chose qui s'est produit qui, effectivement, pourrait en avoir un doute. Donc, je suis pas à l'étape du doute important et un doute. Si vous répondez oui dans le questionnaire 200, vous comprenez que nous autres, dans nos questionnaires périodiques, on met souvent des éléments de concordance entre différents questionnaires. Donc là, quand vous allez ouvrir le questionnaire 500, et c'est ce que vous avez à l'écran, c'est le questionnaire 500 qui est ouvert. Donc là, dans l'onglet composition, ben, on va vous demander est-ce qu'il y a certains éléments qui pourraient jeter un doute. Donc, c'est un menu onglet, vous allez cocher. Et là, à ce moment-là, il va vous dire que c'est conforme au questionnaire 200. Si vous cochez dans le questionnaire 500 et que vous n'avez rien répondu dans le questionnaire 200, vous allez avoir un message de non-conformité. Donc, ça, puis c'est normal parce qu'il y a bien des choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur de notre mandat d'audit. Donc là, on va venir réajuster le questionnaire 200. N'oubliez pas que 200, c'est des informations permanentes. Donc moi, ma question, ma préoccupation, est-ce que ça va être encore là l'année prochaine? Dans le cas du COVID-19, j'ose espérer que tout ça va être des anecdotes pour l'année prochaine, puis qu'on ne sera plus en train de se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, là, maintenant, dans l'identification, donc là, on va vous demander d'identifier si vous avez, je vous dirais, des situations, des événements. Donc là, on va avoir à ce moment-là, je vous dirais, des critères qui vont me permettre de déterminer s'il y a des éléments qui remettent en question. Puis, ce n'est pas parce que vous allez répondre oui ou que vous allez en cocher un qu'automatiquement, il y a un problème de continuité. Donc là, on essaie d'identifier, puis permettre au CPA, avec son jugement professionnel, dans la colonne, à ce moment-là, commentaires, de documenter, quitte à venir lier certains documents, pour éventuellement, à la question numéro 2, mais là, les critères, vous en avez plusieurs. J'ai des indicateurs de nature financière, au niveau opérationnel, au niveau gestion. Donc là, le questionnaire est assez long. Donc là, on va faire le tour. Puis si la question 2, vous dites, ben, non, il n'y a pas de doute important, on va arrêter là. Si vous me dites oui, il y a un doute important, bien ça, c'est la beauté de nos questionnaires paradigmes. Là, il y a d'autres questions qui vont venir s'ouvrir pour être capable de venir documenter. Donc, autant que je vous disais tantôt que actuellement, quand j'arrive dans le questionnaire 520, dans les événements postérieurs à la date du bilan, pour moi, c'est impensable de ne pas faire allusion au COVID-19 et à documenter tant dans un dossier d'audit que dans un dossier d'examen les demandes d'information. Donc ça, pour moi, actuellement, ça va de soi, c'est dans nos dossiers. La conclusion est, c'est une question de jugement professionnel. Là, je suis revenu en arrière sur les événements postérieurs à la date du bilan. Est-ce qu'il y a un élément significatif? Oui, il y a une note. Non, pas d'élément significatif, il n'y a pas de note. Élément significatif, petit drapeau qui a levé. Est-ce qu'il y a un problème de continuité d'exploitation?
OK. Donc ça, et c'est là qu'on est à ce moment-là. Et ça, c'est toute une question de jugement professionnel. Et c'est des éléments que je ne peux pas déterminer seul non plus. C'est-à-dire, il va falloir que je m'assoie avec finalement le propriétaire ou la direction de l'entreprise, discuter avec les membres du CA dans un contexte d'OSBL pour être capable d'évaluer tant sur les événements passés à la date du bilan que la continuité d'exploitation, les événements qu'il pourrait y avoir. Quand je vous mentionnais de critères qu'on avait dans le questionnaire 500, on parle ici de lourdes pertes d'exploitation, d'incapacité de payer les créanciers aux échéanciers. Puis je faisais mention déjà des cas de défaut qui pourraient survenir avant la date de publication des états financiers, perte de marché important, pénurie au niveau finalement d'approvisionnement, changement dans les textes légaux ou réglementaires. Et ces critères-là, ce pas des critères que je suis venu insérer dans la présentation, c'est des critères qui sont déjà existants à l'intérieur du questionnaire 500. Donc, prenez le questionnaire 500 a toujours été écrit de façon très large pour permettre au CPA d'appliquer son jugement professionnel. Et voyez-vous, on avait déjà, sans parler spécifiquement du COVID-19, des situations qui pourraient, dans notre cas ici, qui est un effet domino au COVID-19 et, dans certains cas, à l'arrêt au niveau finalement de l'entreprise. Donc, là maintenant, on va voir la conclusion, comme je vous mentionnais tantôt. Question numéro 2, 500, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas de doute important. On arrête là. Parfait. Si vous me dites qu'il y a un doute important, donc là, vous allez répondre oui. Là, à ce moment-là, après la question 2, va s'ouvrir d'autres questions. Et là, c'est ce que j'appelle un détour. Donc, quand je dis un détour, c'est que, n'oubliez pas ce que je mentionnais tantôt. Si on a un doute important, on doit s'assurer qu'il y a une note dans les états financiers. Si la direction met la note dans les états financiers, on est conforme tant aux normes ECF que OSBL. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de dérogation. Mais le manuel me dit, il va falloir quelque part que je lève un drapeau et ce drapeau-là va se faire dans mon rapport d'auditeur ou d'expert comptable, puis on va voir les situations tantôt. Maintenant, s'il y avait le refus de mettre la note, là, on arriverait sur une dérogation. Donc, moi, ici, le détour, c'est qu'on a conclu qu'on avait un doute important. On discute de la nature de la note qu'il va y avoir dans les états financiers. On met une note dans les états financiers. On sait que les états financiers, c'est un document et que le rapport de l'auditeur ou du professionnel d'exercice indépendant est un deuxième document, même s'ils sont brochés ensemble. Donc là, une fois que la note est mise dans mes états financiers, maintenant, je vais avoir des directives dans les normes d'audit et une directive dans les normes d'examen. Et là, ces directives-là vont venir directement affecter mon rapport. Donc, dans un contexte à ce moment-là d'un rapport de l'auditeur, la NCA 570, donc ça c'est la NCA qui visait, je dirais, la continuité d'exploitation. Tantôt, on avait une NCA qui parlait des événements postérieurs à la date du bilan. Ce qu'on nous dit, c'est que s'il y a une note de continuité d'exploitation qui fait que les états financiers sont conformes au référentiel comptable, l'auditeur doit inclure un paragraphe d'observation. Et ce paragraphe d'observation, qu'on parle d'un paragraphe d'observation, c'est que l'auditeur veut attirer l'attention des lecteurs en disant il y a une note aux états financiers et vous devriez aller lire la note avant de passer à travers les états financiers. Donc, c'est ce qu'on appelle un paragraphe d'observation. Donc, ce n'est pas un commentaire pour lequel je parle de mon travail à moi, mais c'est vraiment, vais faire une référence à une note. Et c'est là qu'on va faire référence, on va dire au lecteur que vous devriez aller voir la note 2 de continuité d'exploitation avant de poursuivre à ce moment-là, je vous dirais, la lecture au niveau des états financiers. Dans le cas, finalement, des normes d'audit, c'est une directive qu'on va avoir. Quand j'arrive au niveau des normes d'examen, c'est que maintenant, le paragraphe 95 du chapitre 2400 me dit que le professionnel d'exercice pourrait considérer comme nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur des points qui est présenté ou qui fait l'objet d'informations des états financiers qui, selon le jugement, revêt une importance telle qu'il est fondamental pour la compréhension des états financiers par les utilisateurs. En tel cas, le professionnel devrait rajouter la même chose que je parlais tantôt, un paragraphe d'observation. En examen, c'est une question de jugement professionnel. En audit, c'est une directive. Maintenant, moi, André Mignot, là, je ne parle pas de CPA Canada, je ne parle pas de CPA Québec. Là, je parle, moi, André Mignot, au bureau. Si on a une note sur la continuité d'exploitation dans un dossier d'examen, je vous dirais qu'à 99,9% des situations, moi, je vais conclure que cette note-là revêt une importance telle qu'il est fondamental, à mon avis,
que le lecteur devrait prendre connaissance de cette note-là avant de lire les états financiers, parce que moi-même, si je lis un bilan, puis je lis un état de résultat, puis c'est juste plus tard que je découvre la note de continuité, je vais revenir relire le bilan et l'état de résultat, mais je ne lirai pas de la même façon. De la même façon que si j'ai vu dans le rapport et que j'ai vu la note, ben là, c'est intéressant parce que la note m'expliquait le doute, qu'est-ce que la direction entend faire, qu'on ne change pas les normes comptables en termes finalement de tout ce qui est des bases d'évaluation. Donc là, effectivement, ça va m'aider à prendre en considération la continuité d'exploitation. Et là, dans ce cas-ci, vous comprendrez que je vais déjà faire référence au COVID-19. Et là, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant à quelque part du COVID-19? Donc, c'est pour ça qu'en examen, on parle ici pourrait considérer, mais là, je voulais rajouter ma touche personnelle, mais encore là, c'est une décision qui appartient au professionnel en exercice indépendant qui va signer le rapport de mission d'examen. C'est son rapport à lui. Donc, ici, je voulais faire le point à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, on va afficher. Donc, là, on voulait mentionner qu'il y avait d'autres points, d'autres articles qui avaient été publiés de ce côté-là. Maintenant, peut-être revenir sur un point qu'on avait, parce que j'avais une discussion avec un CPA hier, même si la présentation était déjà montée, parce que là, on vient d'aborder les paragraphes d'observation, puis il m'a dit, oui, mais si on met une note sur les événements postérieurs à la date du bilan, est-ce qu'on devrait obligatoirement mettre un paragraphe d'observation pour référer à la note des événements postérieurs? Donc, obligatoirement, c'est non. Autant en audit qu'en examen, c'est non. On va tomber finalement avec, de mémoire, je ne vais pas me tromper, c'est la NCA 706, je pense qu'on parle des paragraphes d'observation. Là, c'est une question de jugement professionnel. Peut-être qu'effectivement, vous pourriez juger que la note sur les événements postérieurs à la date du bilan est un élément que le lecteur devrait aller lire avant de prendre connaissance du bilan et de l'état des résultats. Ça, c'est selon votre jugement à vous comme auditeur ou comme professionnel en exercice dans un contexte d'examen, qui allez décider si oui ou non vous en faites mention dans un paragraphe d'observation. Le paragraphe d'audit et le paragraphe d'examen vous appartiennent, contrairement à la note sur les événements postérieurs à la date du bilan ou la note de continuité qui appartient à la direction parce que ça fait partie à ce moment-là au niveau des états financiers. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir à ce moment-là avec le paragraphe d'accompagnement qui suivrait à ce moment-là au niveau des états financiers. Avec, finalement, je vous dirais, le rapport d'examen, je dirais qu'on a couvert l'essentiel de ce que je voulais vous présenter, c'est-à-dire que, bon, le COVID-19, je ne peux pas dire, moi, mon entreprise, à l'opère, je ne fais rien dans mon dossier. Puis, je ne peux pas dire, moi, mon entreprise, c'est un 31 décembre, c'est le 24 mars que ça a été fermé. Donc, moi, au 31 décembre, il n'y avait pas de considération, je ne fais rien. Donc, l'idée, c'est que si vous avez sorti un état financier le 10 mars, l'état financier est sorti le 10 mars avec ce qu'il y avait comme information le 10 mars. Et le 10 mars, on n'était pas à ce moment-là en état d'urgence, puis on n'avait pas à ce moment-là mis le Québec en dormance ou en veille au niveau des opérations financières. Donc, entre-temps, vous avez sorti des états financiers le 20 mars, le 31 mars, peut-être le 4 avril. Moi, aujourd'hui, on est le 15 avril. Quand j'ai un état financier qui est sur mon bureau, puis que là, on parle finalement d'un exercice qui était terminé avant, je dirais le 31 mars ou le 24 mars, je me dois de prendre en considération le COVID-19 dans la documentation de mon dossier. S'il n'y a pas d'impact, vous conclurez qu'il n'y aura pas d'impact. Ça va se faire dans un paragraphe, une ligne, mais la documentation devrait se retrouver dans le dossier d'audit et dans le dossier d'examen. Après ça, maintenant, c'est boule de neige, c'est l'effet domino qui va arriver selon vos conclusions. Est-ce qu'il y a une note sur les événements postérieurs? Est-ce qu'il y a un problème de continuité? Est-ce qu'on devrait mettre la note parce qu'on a un doute important? Donc, tout ça est rattaché à votre jugement professionnel. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, là-dessus pour lequel on a travaillé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si l'exemple de note, elle existait à ce moment-là, je vous dirais en anglais. Pour l'instant, la réponse, c'est non. On l'a juste monté. Je n'ai pas fait traduire la présentation. Mon anglais n'est pas assez bon à ce moment-là, ou plutôt j'ai un accent qui fait que je vais simplement fendre les oreilles de toute personne qui m'entend parler en anglais de ce côté-là. Mais je pourrais voir effectivement si on peut faire traduire la note et la rajouter au niveau du transparent.
Par contre, j'aimerais attirer votre attention au niveau du prochain transparent. Donc, sur le site web de Paradigme, on avait déjà publié il y a 2 semaines, je vous dirais, au lendemain que le gouvernement, M. Legault a mis en dormance à ce moment-là le Québec, un premier article à ce moment-là sur la continuité, pas la continuité, mais les événements postérieurs à la date du bilan. Aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, il faudrait que je vérifie avec le côté plus technique là, au niveau du site web. On a un deuxième article qui résume à ce moment-là certains éléments de la présentation que je viens de vous faire. Et avec cet article-là, on a aussi dans l'article une référence, la référence que vous voyez ici plus bas. CPA Québec a sorti 2 articles, un sur la prise d'inventaire dans un contexte du 31 mars, si l'entreprise est fermée, et un justement sur les événements postérieurs à la date du bilan. Donc, l'avantage de l'article de CPA Québec, c'est que lui, il est disponible en anglais et en français à ce moment-là. Je dis ça, mais généralement, ils sont toujours publiés dans les deux langues. Donc, ils ont publié à ce moment-là, pas juste un, mais 2, 3 exemples de notes à ce moment-là sur les événements passés à la date du bilan. Peut-être juste faire attention. Les autres faisaient référence à la date du 13 avril en termes de reprise à ce moment-là. Puis là, j'ai quelqu'un qui me confirme qu'effectivement, les exemples sont disponibles en anglais, mais d'habitude, avec l'ordre, c'est toujours dans les 2 langues que les exemples sont disponibles. Donc, merci pour le commentaire. Et ce qu'on va faire, c'est que la présentation que vous avez eue, on va la déposer à ce moment-là sur le site de Paradigme Normalisation à côté des articles en format PDF pour ceux que ça pourrait intéresser. Et on a une autre présentation, comme je disais, on avait eu un nombre accru d'inscriptions. Donc, l'autre présentation va se faire vendredi. Donc, on va attendre à ce moment-là que la deuxième présentation ait eu lieu avant de laisser la présentation PowerPoint à ce moment-là sur le site de Paradigme. Donc, je vous dirais qu'à partir de vendredi après-midi, vous allez avoir accès à la présentation. Vous n'aurez qu'à vous rendre au site de Paradigme Normalisation. On a une section au niveau des articles de ce côté-là. Pour moi, je vous dirais que ça me permet un peu de fermer la boucle. En réalité, je ne peux pas vraiment dire que je vais fermer la boucle parce que je ne connais pas l'avenir. L'idée, c'est qu'on va continuer à être attentif, autant pour vous comme CPA, qui sortez des dossiers d'examen et, je vous dirais, d'audit. On va attendre à ce moment-là les communications de la Direction de la santé publique du Québec avec les directives de notre premier ministre, M. Legault. Ce qu'il va nous annoncer. Donc, est-ce que déjà cet après-midi, dans la conférence de presse qui va commencer dans une demi-heure, plutôt à 1 heure, est-ce qu'il déjà certains éléments vont changer ce qu'on a discuté ce matin? Donc, je pense que c'est de notre responsabilité de rester attentif à ces points-là. Peut-être brièvement, juste exposer, donc petite page publicitaire. On avait des formations qu'on faisait en salle chez Logis au mois de mai. On a déjà avisé les participants dans un contexte actuellement, on n'a pas de formation, un peu comme l'ordre aussi hier a annulé les formations. Nous autres, on l'a fait un peu plus tôt de ce côté-là. Sauf que ce qu'on va effectuer, c'est que nos formations actuellement, on est en train de travailler. Donc, ce que j'ai fait ce matin avec le Zoom, pour être capable de faire des formations à distance. Donc, on va downloader ou télécharger avec un portail les dossiers modèles. Les participants vont pouvoir s'installer dans leur bureau, encore là, avec leur tasse de café, pour être en mesure de travailler. Je vais être en mesure de partager les écrans avec mes questionnaires, vont pouvoir ouvrir, eux, leur version des états financiers, Caseware et des questionnaires. Donc, on met de l'avant, on continue au niveau de la formation de ce côté-là, pour ce qui est des formations qui sont disponibles. Si, dans un contexte actuellement de COVID-19, vous aviez des suggestions ou des éléments que vous aimeriez qu'on aborde au niveau des formations, les commentaires sont les bienvenus. De la même façon, je vous dirais que sur la présentation d'aujourd'hui, comme je vous dis, pour moi, on est rendu à 87 participants, 88 avec moi. Avec 88 participants, c'est vraiment d'être en mesure de tester comment l'outil fonctionne à ce moment-là. Je sais que certaines personnes avaient des inquiétudes au niveau de la sécurité du site. J'ai encore eu dernièrement une dernière mise à jour avec Zoom. Je sais qu'eux travaillent à sécuriser le site. En même temps, on n'a pas d'informations confidentielles, on n'a pas de création de compte, de mots de passe, il n'y a pas de transaction qui se fait avec nos formations à nous là, quand vous accédez. Donc, il n'y a pas de numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit. Malgré que si vous voulez m'envoyer vos numéros de carte de crédit avec le numéro de 3 chiffres à titre d'information, je les prends toujours. On verra ce que je ferai avec à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne voyait pas vraiment
de risque au niveau de la sécurité. Puis finalement, la personne a la possibilité de mettre le nom au complet. On peut couper les caméras. Moi, j'ai coupé à ce moment-là les micros en termes d'éléments. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires. Bon, frustration, oui, le COVID-19, je pense qu'en soi, c'est une frustration proprement dit qui rentre en ligne de compte. Donc, je voudrais savoir finalement, je regarde au niveau finalement du chat si certaines personnes pourraient avoir des questions additionnelles. Il n'y a pas eu vraiment de questions en profondeur au niveau du chat, sauf à part peut-être les commentaires que les présentations étaient disponibles. Sinon, j'aurais voulu peut-être mettre par écrit les réponses de ce côté-là. Donc, il est 12h30. Je sais que pour certains, il va vous rester une demi-heure pour dîner avant le rendez-vous du premier ministre. D'autres qui sont en cabinet, bien, vous avez peut-être déjà d'autres rendez-vous. Moi, bien, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Comme je vous dis, je suis ouvert à ce moment-là à tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. Les questions en cas de... excusez, parce que c'est marqué « questions en cas de vide, point d'exclamation ». Donc là, maintenant, ça avez des questions plus attirées pour la santé publique. Ça va être posé à d'autres personnes que moi. Mais rester actif, c'est au niveau du COVID-19, ça a un impact. Excusez, gorgée d'eau. Peut-être juste, petite parenthèse aussi, ça a aussi un impact au niveau des prises d'inventaire. Donc là, moi, la NSA 501 m'oblige à participer à la prise d'inventaire, prévoit déjà certaines situations d'exception. Il y a un article intéressant par CPA Canada pour lequel on parle à ce moment-là. Est-ce qu'on peut participer à distance, que ce soit avec justement des accès à distance, que ce soit au niveau des téléphones, que ce soit avec à ce moment-là Zoom. Est-ce qu'on peut déjà, nous, faire notre décompte à distance? Est-ce qu'on va être capable de faire un pont après? Donc, ça aussi, c'est des questions. Donc, tout ça et touche à ce moment-là au niveau de l'impact de notre travail au niveau du COVID-19. Donc, peut-être juste vous réitérer de maintenir toujours finalement la distanciation sociale entre vous et vos collaborateurs et les proches au niveau du bureau. Si vous travaillez à distance, ben, j'espère qu'à ce moment-là, vous ne vous ennuyez pas trop au niveau des collègues ou que vous avez là, quand même l'occasion de partager certains commentaires avec du télétravail ou des vidéoconférences. Là-dessus, ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Et, oups, là, j'ai enlevé le mute. Tout le monde, je vais remettre le mute de ce côté-là. Parfait. Donc là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre fin à la rencontre. S'il y a quoi que ce soit, comme je vous le dis, au niveau de la présentation, l'article est disponible sur le site de Paradigme Normalisation. Là-dessus, bonne fin de journée à tout le monde.